Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est tout juste 19h sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Les débats se poursuivent à Marrakech qui accueille la 12e édition de la World Policy Conference, rencontre organisée autour de réflexions sur les enjeux d'un monde mutant, à leur tête la cybersécurité avec la participation d'éminentes personnalités. Les arts culinaires du monde à l'honneur dans la cité Ocre à l'occasion de la 2e édition de la journée culinaire et culturelle de Marrakech. Plus de 45 pays ont pris part à la manifestation qui vise à faire découvrir les différentes spécialités de la gastronomie internationale. Et puis en sport gymnastique, elle a égalé à 22 ans le record absolu de médailles mondiales détenu par un ou une gymnaste à Stuttgart. Il y a 9 mois des JO 2020, la championne américaine Simone Biles, victorieuse au saut, à la poutre et au sol, s'est offerte son 18e sacre mondial. La semaine qui s'achève, marquée par l'important discours prononcé vendredi par Sa Majesté le roi Mohammed VI devant les membres des 2 chambres du Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 10e législature. Discours dans lequel le souverain appelle le gouvernement à mettre au point des plans rigoureux pour réussir la nouvelle étape. Sa Majesté le roi a également reçu cette semaine qui s'achève le chef du gouvernement et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après sa restructuration, présidé un conseil des ministres et accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat, le rappel des activités royales avec Mohamed Elchka. Mercredi, à la salle du trône, au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu le chef du gouvernement et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après restructuration de l'architecture gouvernementale. Les nouveaux ministres ont prêté serment devant Sa Majesté le roi. Et à cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a posé pour une photo souvenir avec les membres du gouvernement. Toujours mercredi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé au palais royal à Rabat un conseil des ministres consacré à la présentation des orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année 2020 et à l'adoption de plusieurs conventions internationales. Le projet de loi de finances 2020 a été élaboré sur la base des orientations de Sa Majesté le roi contenues dans les discours royaux. Il s'appuie sur 4 priorités majeures: la mise en œuvre effective de la loi cadre relative à la réforme du système d'éducation et de formation, la mise en place des mécanismes de protection sociale, le soutien de la classe moyenne ainsi que le renforcement du ciblage des catégories démunies, l'accélération de la mise en œuvre de la régionalisation et quatrièmement, imprimer une nouvelle dynamique à l'investissement et au soutien de l'entreprise. Cette semaine, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat. Toujours vendredi, dans l'après-midi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 10e législature. Sa Majesté le roi qui a prononcé un discours devant les membres des 2 chambres du Parlement, discours dans lequel le souverain a appelé les élus à agir dans un esprit d'émulation constructive afin de servir les intérêts des citoyens et défendre les causes nationales. Vous devez aussi aborder cette année législative dans la perspective de l'étape nouvelle dont nous avons esquissé les contours lors du dernier discours du trône, a dit le souverain, précisant que la responsabilité de la classe politique, plus particulièrement celle du gouvernement, du Parlement et des partis politiques, est de réunir les conditions favorables à l'aboutissement de cette nouvelle étape. L'étape qui s'amorce dès à présent requiert une implication unanime, fondée sur une confiance redoublée, une volonté ferme d'œuvrer dans un esprit de collaboration et d'unité, une mobilisation vigilante. Elle doit aussi se caractériser par le souci de transcender les vaines querelles et d'enrayer toute perte de temps et d'énergie, a souligné Sa Majesté le roi Mohammed VI. Pour le souverain, les chantiers prioritaires de cette étape sont l'opérationnalisation des réformes, le suivi des décisions
et la réalisation des projets qui relèvent au premier chef des appareils exécutifs et législatifs. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu le président de la Chambre des représentants qui a présenté au souverain le bilan des travaux de cette Chambre au cours des 20 dernières années et ceux relatifs à la mi-législature 2016-2021 et à l'année législative 2018-2019, ainsi que plusieurs publications de la Chambre. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu le président de la Chambre des conseillers qui a présenté au souverain plusieurs publications relatives au bilan de l'activité de cette Chambre au titre de l'année législative 2018-2019. Le souverain a par la suite reçu le ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement qui a présenté à Sa Majesté le roi le bilan de l'action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de la 3e année législative de la 10e législature. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ensuite présidé une réception organisée en l'honneur des membres des chambres des représentants et des conseillers à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 10e législature. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi dénonce la démarche irresponsable, maladroite et irréfléchie de Salah Eddine Mzouar, président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, qui a cru devoir commenter la situation interne en Algérie lors d'une conférence internationale tenue à Marrakech. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Cette déclaration a soulevé des questionnements au niveau de la classe politique et de l'opinion publique quant à son timing et ses véritables motivations, précise le communiqué. La CGEM ne peut se substituer au gouvernement de Sa Majesté le Roi dans la prise de position sur les questions internationales et notamment le développement dans ce pays voisin, précise le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que la position du Royaume du Maroc à ce sujet est claire et constante. Les débats se poursuivent à Marrakech qui accueille la 12e édition de la World Policy Conference. D'éminentes personnalités du monde de la politique, de l'économie, des médias, des experts et des chercheurs issus des 4 coins du monde s'y retrouvent pour des réflexions autour des enjeux d'un monde mutant. À leur tête, la cybersécurité. Amina Allam, Mu'tasim Billah Al-Bouazaoui et Iman Abou. Des éminences grises pour réfléchir sur les menaces du monde aujourd'hui. Ici, les débats sont pluriels. Ils portent essentiellement sur les enjeux de la technologie dans la société et en politique. La cybersécurité en est un, et il est de loin le plus préoccupant. Le défi cyber, c'est un moyen moderne de continuer la politique par d'autres moyens, autres que la guerre. La guerre est le moyen traditionnel de continuer la politique par d'autres moyens. Et le cyber, comme d'ailleurs les sanctions économiques ou l'utilisation du droit, mais le cyber est un moyen majeur de faire la guerre sans la faire, sans combat. Et puis, dernier, mais pas le plus négligeable, moyen d'atteindre l'objectif de contrôle et d'influence politique par le cyber, la manipulation de l'information numérique, notamment par les réseaux sociaux. De nouvelles forces entrent en jeu et s'imposent dans la gouvernance mondiale. Plusieurs expériences sont présentées en la matière. Certaines sont inspirantes et apportent des éléments de réponse pour une co-construction de la sécurité Nord-Sud. Le monde virtuel vit au rythme d'évolution incessante. Une nouvelle génération de gestion des données apparaît et dicte ses lois. L'aspect sécuritaire dans la réalité virtuelle est très important car il a trait à la cybersécurité au sein des sociétés et à sa manière de gérer les infrastructures informatiques et donc les menaces sécuritaires qui guettent les pays. Des combats communs à mener ensemble pour construire des liens durables. Une durabilité gouvernée aussi par les exigences climatiques. Le rôle du Maroc dans l'adaptation au dérèglement de la planète fait ici office de cas d'école dans un contexte international marqué par de profondes divisions. S'agissant du Maroc, je suis heureux de souligner qu'un travail tout à fait remarquable est fait par le Maroc, notamment dans ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies non polluantes, qui permettent d'accompagner le développement sans émettre beaucoup de CO2. Mais une étude vient d'être publiée sur les risques
que court l'ensemble du bassin méditerranéen si le réchauffement climatique devait continuer. Et ce sont l'ensemble des territoires qui entourent la Méditerranée qui risquent d'être menacés de manière considérable. Des urgences qui engendrent de nouvelles priorités à l'échelle mondiale. Ici, décideurs et experts prolongent la réflexion jusqu'à demain pour dégager des solutions aptes à promouvoir des liens durables dans un monde visiblement mutant. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, la Tunisie. Les Tunisiens se sont rendus aux urnes pour élire leur président pour la deuxième fois depuis la révolution de 2011. 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. Le tout dernier taux de participation communiqué était de 39,20% à 15h30, 14h30 GMT, 2h30 avant la fermeture des urnes. Alors, qui de Nabil Karoui, mania des médias, est poursuivi pour fraude fiscale, ou de Kais Saïd, professeur de droit constitutionnel, deviendra le deuxième président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire du pays. Au premier tour de la présidentielle, rappelons-le, le 15 septembre, Kais Saïd avait obtenu 18,4% des voix et Nabil Karoui 15,5%. Le résultat de la présidentielle influera sur les tractations en cours pour former un gouvernement qui s'annonce ardu. Les combats dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque, continuent de faire rage au 5e jour de cette offensive qui a entraîné la mort de plus de 150 personnes, dont une cinquantaine de civils, et l'exode de plus de 130 000 personnes. 26 civils ont été tués d'ailleurs ce dimanche dans le nord syrien par les bombardements et les tirs des forces turques. Les combats se concentrent sur une bande allant des villes de Ras el-Ain à Tal Abyad, tenues par les forces kurdes. Face à la résistance des combattants kurdes, les forces turques progressent lentement. Elles ont pris au total depuis mercredi 36 villages aux Kurdes, mais n'ont pas encore conquis de villages majeurs. Et puis au Japon, le bilan s'est encore alourdi suite au passage du typhon Hagibis. 26 personnes ont été tuées, 18 sont portées disparues. Les pompiers et soldats s'activaient pour secourir les habitants piégés par les nombreuses inondations, notamment dans la région centrale de Nagano, où une digue a lâché, déversant les eaux de la rivière Chikuma sur une zone résidentielle dont les habitations étaient inondées jusqu'au premier étage. Quelques 7,3 millions de personnes avaient reçu hier des consignes d'évacuation. Hagibis avait touché terre hier peu avant 19h locales et atteint la capitale japonaise vers 21h, accompagné de rafales de vent allant jusqu'à près de 200 km/h. Et puis chez nous, en parlant météo, des averses orageuses fortes accompagnées par des chutes de grêle et des rafales de niveau orange concernent plusieurs provinces du royaume, et ce jusqu'à minuit ce soir. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Ces averses intéressent les provinces de Ouarzazate, Tel Ouden, Zagora, Tatar, Rachidia, Tinrir, Figuig et Midelt. On parle agriculture, sa contribution est vitale pour de nombreuses filières agricoles. Le plan Maroc Vert a stimulé l'investissement dans de nombreuses provinces du Maroc. El Hajeb en est une. La région est devenue l'Eldorado de la prune, et plus particulièrement de la prune séchée. Une pratique foisonnante dans la province et qui n'a pas manqué d'ailleurs d'attirer les investisseurs. De nouvelles usines de séchage y ont pris pied. Une visite guidée dans l'une des usines avec Ahmed Fadeli et Oumaïma Rabli. Petites et délicieusement sucrées, ces prunes d'un bleu éclatant arrivent à maturité et ne demandent qu'à être cueillies. Elles sont choisies avec minutie. Les plus mûres sont mises dans un bac avant de prendre la route en direction de l'usine où elles seront séchées. Cette année, la récolte est bonne grâce à un climat propice pour ce type d'agriculture. Dans cette unité de production, la récolte passe à la phase de séchage. Empilées sur des grilles, les prunes seront chauffées, triées et enfin réhydratées. Une fois sorties du bain, elles rejoindront leur dernière destination, l'emballage. Notre entreprise comporte 56 unités. Elles interviennent séparément entre la phase de cueillage et d'emballage. Chacune de nos unités emploie un nombre important de main-d'œuvre, étant donné que le processus de séchage nécessite des moyens colossaux.
Environ 25 000 tonnes de prunes séchées ont été produites cette année, faisant de la province le principal fournisseur au Maroc. Et puis, sachez que, bien sûr, les prunes séchées sont très utilisées en gastronomie et justement les arts culinaires du monde à l'honneur dans la cité ocre à l'occasion de la 2e édition de la journée culinaire et culturelle de Marrakech. Plus de 45 pays ont pris part à la manifestation organisée par Marrakech Film Commission en collaboration avec le Royal Tennis Club de Marrakech. La manifestation vise à faire découvrir les différentes spécialités de la gastronomie internationale. La Corée du Sud était l'invité d'honneur de cette 2e édition. Le reportage est signé Zakaria Mokimbil. Du thé au samovar russe, au nouilles à la thaïlandaise, en passant par la paella espagnole et le couscous aux 7 légumes, les cuisines du monde se délocalisent à Marrakech. 45 spécialités ont été servies à ces convives à l'appétit bien ouvert. Une halte gastronomique qui n'a pas manqué d'émoustiller les papilles des gourmets et des gourmands. Cet événement prend forme de match amicaux gastronomique. La cuisine marocaine y est confrontée à d'autres spécialités, offrant aux chefs marocains l'opportunité de découvrir les tours de main des cuisiniers de tout horizon. De la gastronomie internationale, traditionnelle et revisitée, une belle brochette de mets copieux préparés avec soin par une sélection de grands chefs nationaux et internationaux. Le stand de la cuisine marocaine a été particulièrement fréquenté. Il met en vitrine les spécialités du terroir local de la région de Hamna. On travaille avec 3 gammes de produits naturels, des produits sans gluten, d'autres destinés aux végétariens, puis enfin des produits de terroir à base de blé et d'avoine. Nous sommes ravis de les faire découvrir aux invités de cet événement. Outre la découverte gastronomique, la journée propose une immersion dans l'histoire de chaque pays à travers une programmation culturelle riche et diversifiée pour adultes et enfants. Cette manifestation a connu un franc succès lors de sa 2e édition. Nous mettrons les bouchées doubles pour que la 3e édition soit également une réussite. La cité ocre devra abriter l'année prochaine sa 3e journée culinaire et culturelle, une édition qui promet d'être haute en saveur en prélude à la célébration de Marrakech comme capitale africaine de la culture 2020. Voilà, vous avez reconnu la voix de Meriem Missi. On parle équitation à présent disputée au complexe royal des sports équestres et Tabourida de Dar Salem. Le Morocco Royal Tour de saut d'obstacles, étape de Rabat, placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un concours de saut d'obstacles qui connaît la participation de grands cavaliers champions médaillés aux Jeux Olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux. Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles 4 grands prix qualificatifs pour la Coupe du Monde, a accueilli ce dimanche pour la 5e année consécutive la Coupe des Nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays, notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays hôte. Et c'est l'équipe égyptienne qui s'est adjugée la première place du podium, remportant ainsi la Coupe des Nations à la faveur de concours sans faute, prix remis par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement. Cette étape de Rabat est la 2e après celle de Tétouan, tenue du 3 au 6 de ce mois. On parle à présent de gymnastique. Elle a égalé à 22 ans le record absolu de médailles mondiales détenu par un gymnaste à Stuttgart et à 9 mois des JO 2020. La championne américaine Simone Biles, victorieuse au saut à la poutre et au sol, s'est offerte son 18e sacre mondial. Elle rejoint avec 25 médailles la légende intouchable, la Bélarusse des années 1990, Vitaly Tcherbo. Le sujet est... Voilà, c'est avec cette page consacrée à la gymnastique que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur le Oula 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.